Donc, bonjour à tous. Café Visio, c'est pour se rassurer sur cette période de confinement. C'est moi qui ai commencé cette idée parce que j'avoue que je suis assez gênée pour appeler les gens et je trouve que la période est bien sûr anxiogène et que donc j'ai un peu du mal à appeler les gens et à leur parler de business. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait en termes de commerce pendant cette période de confinement. Alors, on a la chance d'avoir quatre intervenants, donc on va passer très Olivier, tu peux mettre ton il fait énormément de bruit. Merci. Olivier, en plus, il était dehors. Ouais. Oui, alors merci à tous de couper le son quand vous ne parlez pas. Voilà. On a la chance d'avoir quatre intervenants qui veulent bien témoigner. Donc, ça, c'est chouette. Ça peut peut-être aller très vite. Donc, il faut quand même qu'on maîtrise un peu le temps et que tout le monde ait droit à la parole. Donc, on va avoir quatre temps de parole. Et je vous propose qu'après chaque temps de parole, de toute façon, on pose nos questions aux personnes donc, qui ont accepté de faire des retours d'expérience. Donc, c'est Isabelle qui va commencer. Elle est en charge du commerce pour l'agence Montpellier. Oui, hier soir, je t'ai fait. Alors, Isabelle va commencer. Elle est en charge du commerce pour l'agence de Montpellier d'une très grande ESN que tout le monde connaît, qui s'appelle Soprasteria. Donc, Isabelle, elle a en charge le commerce de Soprasteria à Montpellier. Donc, elle va nous raconter ce qu'elle fait depuis quelques semaines. Alors, l'idée, c'est très court. Je parle aussi pour les autres. Isabelle connaît bien le fonctionnement des cafés visio. Je parle aussi pour les autres intervenants. Assez court sur ce que vous faites. Racontez surtout si vous êtes éditeur ESN, à l'international, sur quel produit, etc. Mais quelques mots. Et essayez effectivement de nous raconter votre histoire, de nous transmettre votre retour d'expérience en des termes un peu bonne pratique pour les autres, c'est-à-dire des choses qu'on pourrait retenir, qu'on pourrait prendre comme des recettes et appliquer dans nos propres entreprises. Voilà. Isabelle, je te laisse la parole. On s'est dit que les temps de parole pour les speakers étaient entre, on va dire, peut-être 5, c'est peut-être un peu court, 10, ça serait bien, si possible pas 15, puisque nous avons 4 speakers et que donc ça va sûrement aller vite et que je pense qu'il y aura quand même des questions. Voilà, Isabelle, on te laisse la parole pour que tu nous racontes ce que tu fais depuis 4 semaines en termes de commerce. Alors, merci Catherine. Déjà, je ne suis pas toute seule au commerce sur Montpellier. J'ai une équipe de 2 autres commerciaux avec moi. C'est important parce que quand on est une équipe, ce n'est pas pareil que quand on est tout seul. Alors, moi, j'ai voulu vous parler en fait de 2 axes d'approche autour du commerce. Le premier, l'état d'esprit, et ensuite les moyens. Je pense que l'état d'esprit est super important. Quand tu disais, justement, moi, je n'ose pas appeler mes clients. Enfin, j'ose pas parce que je me dis c'est la panique. Ça peut être un peu compliqué. Puis on tombe mal pour leur vendre quelque chose. Après, moi, je dis que en fait, ça permet aussi de développer une nouvelle forme de relation avec ses clients, plus empathique, parce que justement, l'idée, c'est pas forcément de les appeler pour leur vendre quelque chose, même si en arrière-pensée, forcément, on pourra peut-être déboucher vers de la vente, mais surtout, en fait, profiter de la période où on est tous dans des situations inédites et particulières, pour en fait instaurer une relation qui est plus sur l'humain et qui est plus sur je me mets à ta place et je comprends en fait tes problématiques. Je pense qu'il faut vraiment essayer, et c'est la caractéristique des commerciaux, c'est de rester optimiste, même si c'est difficile plus certains jours que d'autres. Je pense qu'il faut résister à la pression de l'immédiat parce que dans nos organisations et puis surtout quand on est un grand groupe, on a une énorme pression en fait de reporting, de s'assurer en fait qu'on est bien sur la balle, qu'on est bien actif, etc. Donc il faut être en capacité psychologiquement de résister à cette pression qui veut du chiffre et qui veut des choses très rapidement pour en fait rester en fait optimiste. Et puis enfin, dans l'état d'esprit, je pense qu'il faut aussi choisir son moment, choisir son interlocuteur, pas forcément insister, il faut vraiment être particulièrement précautionneux, c'est-à-dire se renseigner un petit peu quand on appelle tel ou tel client, et surtout le moment en fait, puisque ce moment de confinement, il dure.
Donc, on a tous, parce que en fait, nos clients ressentent parfois la même chose que nous, des temps en fait en termes de la première semaine, c'était vraiment la sidération, c'est-à-dire que tout le monde devait se mettre en marche forcée, en réactivité très vite. Donc là, on les appelait plutôt pour s'assurer qu'en termes de continuité d'activité, ils avaient tout ce qu'il fallait et qu'on pouvait être en action avec eux pour les aider sur la continuité d'activité. Après, c'est instauré, et aussi de leur côté, parce qu'en fait, la première semaine, tous nos rendez-vous ont été annulés, mais il n'y en a pas des nouveaux qui se sont greffés. Donc, on avait du temps, en fait. C'est assez angoissant, d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, dans vos organisations, mais en fait, très rapidement, se sont mis par-dessus un certain nombre de réunions, d'équipes transversales, de remontées à la direction commerciale, et donc, en fait, notre agenda, c'est énormément rempli de choses internes qui peuvent avoir un peu tendance à nous faire pas avoir le temps, en fait, de vraiment correctement faire des appels et des contacts auprès des clients. Donc là, il faut aussi résister par rapport à cette pression-là et se dire, je ne vais pas pouvoir toutes les faire, les réunions internes, sinon je n'aurai jamais le temps entre chaque de pouvoir faire mon boulot de commerce. Et le deuxième axe que je voulais voir par rapport à cet état d'esprit-là, donc se changer un peu de mindset, c'est au niveau des moyens. Donc forcément, adapter en fait ces offres au contexte, imaginer rapidement en fait des quick wins sur la période. Et nous, en fait, on a travaillé avec nos équipes du conseil qui sont beaucoup dans justement l'accompagnement au changement, les choses un peu plus, d'organisation, de processus. Et on a en fait monté très rapidement en fait à partir d'offres qu'on avait déjà, typiquement sur la mise en place de l'agilité dans une organisation, sur le savoir chiffrer en fait ce qu'on appelle le cloud economics, etc. Et ces choses-là, en fait, on les a packagées très rapidement pour pouvoir en fait les proposer à nos clients pendant cette période très particulière, c'est-à-dire adapter des offres d'intervention assez courtes, parce que on pense que ça n'a quand même pas duré des années, et en même temps réfléchir à des offres pour l'après en fait crise. Et là, c'est aussi pour leur proposer en fait, typiquement la transformation digitale. On est dans ces modes-là. En fait, on voit et aujourd'hui on le constate que on est vraiment confronté à l'environnement numérique de travail et nos clients aussi. Donc, ils n'avaient pas tous la même maturité par rapport à ça. Il y en a qui se le prennent de front là aujourd'hui. Il y en a qui, même avec une certaine maturité, le constatent en fait que toutes les hypothèses qu'ils avaient fait par rapport à la transformation digitale, confrontées au réel, c'est se dire, bon, alors maintenant, cet environnement numérique de travail, qu'est-ce que je vais en faire en fait demain? Donc voilà, c'est réfléchir à court terme pour avoir des offres vraiment particulièrement adaptées à la période. Donc là, je vous en ai cité 2, mais en grosse maille, on en a 5. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau du groupe, on a décliné ça en 3 sessions pour les présenter à l'ensemble en fait des commerciaux de France. Donc ça représente quand même 200 personnes. Et en identifiant sur chaque offre des porteurs qui sont en fait les points d'entrée, avec en fait ce qu'ils appellent une flying squad, c'est-à-dire 4-5 consultants qui sont rapidement mobilisables, forcément disponibilisés, pour intervenir et aider les commerciaux par rapport à ces choses-là. Donc, maillés sur le territoire. Donc là, en fait, ils nous ont fait cette présentation. Ils récupèrent en fait un questionnaire sur en fait est-ce qu'il y a quels sont vos clients qui pourraient être intéressés puisque vous les connaissez bien, etc. Et puis après les balances, eux ils priorisent et se dire voilà ce qu'on organise, soit des sessions dédiées pour tel ou tel client, parce qu'on a des grands comptes comme Airbus, comme Orange, comme certaines banques, et parfois des webinars multi-clients, voilà. Donc voilà, j'ai tenu 7 minutes, Catherine, tu vois, entre 5 et 10. Merci Isabelle. Bon, c'est très intéressant. C'est pas la première fois qu'on entend l'idée d'adapter les offres.
Alors bien sûr, toi, tu es dans une très grosse boîte, donc tout de suite, vous avez une capacité à vous mettre autour de la table, à flécher des experts, etc. Enfin bon, bref. C'est pas un exercice facile d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des plus petites boîtes qui peuvent témoigner là-dessus. C'est pas, enfin, depuis le début du confinement, j'entends des gens qui effectivement disent la bonne pratique, c'est reconfigurer ses offres, reconfigurer son discours, essayer de sortir une offre, un service qui est en phase avec la problématique du confinement et la problématique actuelle. J'avoue que moi-même, tu vois, enfin, voilà, j'ai du mal à imaginer des nouvelles offres dans ma boîte. Alors bien sûr parce que c'est une toute petite boîte, mais et donc si éventuellement il y a des retours d'expérience autour de la table, mais voilà, enfin on avait dans un des cafés visio, il y en avait un qui racontait quasiment qu'il était devenu fabricant j'exagère, de masques. Enfin bon, mais voilà, il y a cette idée-là il faut imaginer un nouveau service qui matche avec l'actualité. Et ça, je trouve que c'est pas un exercice facile quand tu es une petite boîte. Voilà, donc éventuellement, effectivement, je suis preneuse de retour d'expérience. J'ai quand même une petite question pour toi. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que le sujet, alors sur la première partie, sur l'empathie, sur le bon moment de rappeler les gens, etc., puis leur demander des nouvelles, ça paraît évident. Alors ça, ça, je le sens assez bien, effectivement, de rappeler tous ces contacts. D'ailleurs, sur un café visio, il y en avait un qui disait, bah ça y est, j'ai attaqué ma liste de contacts de A à Z, et puis voilà, je les appelle tous, et je leur dis, bah voilà, je viens pour. Donc c'est vrai que ça semble assez facile. J'ai une question toute simple, c'est est-ce que tu fais ça sur du newbies? Est-ce que tu fais aussi quelque chose sur contacter des gens avec qui tu n'as jamais eu de relation, enfin donc vraiment de la prospection dure ou enfin voilà, des gens avec qui justement l'empathie, enfin quelque part l'empathie, tu peux un peu le développer qu'avec des gens avec qui tu as déjà une intimité client. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier sur du newbies, sur de la prospection? Oui, ça ne m'empêche pas en fait de prendre mon téléphone. Alors c'est un peu plus compliqué parce que déjà, tu n'as pas forcément le téléphone, enfin de la personne. Ce qui est bien, c'est de savoir qu'en fait, beaucoup de gens en fait, ont renvoyé leur fixe sur leur portable. Donc finalement, quand tu appelles le fixe, et ben, maintenant, tu as le numéro de portable, ce qui est bien. Parce qu'en fait, tu laisses un message et puis la personne te rappelle. Et puis, et donc, tu as le 06 d'un contact. Et puis aussi, tu peux aussi passer par mail, mais ça dépend par comment tu peux accrocher le mail en fait. Qu'il ne fasse pas le mail qu'il va recevoir. Tiens, on a un truc à me vendre comme nous, on en reçoit aujourd'hui. Voilà quoi. Il faut vraiment personnaliser l'approche, même si tu ne la connais pas, la personne. Ok. Est-ce que vous avez des questions, Isabelle? Charles, oui. Je veux bien, oui. Vraiment, je trouve ça très, très, très intéressant. Et même, pour tout dire, c'est un peu ce que l'on a fait. Donc, Charles Bensoussan, Société Techform, donc je suis le président. Je ne suis pas au commerce, je suis à la direction, mais j'ai un directeur commercial et une équipe. Et la première des choses que l'on a faites, c'est un petit peu, pas aussi peut-être organisé que vous, hein, mais on se heurte à une difficulté aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, c'est la majorité, on va dire, peut-être pas tous. On a du newbies et du récurrent, on va dire, des clients déjà installés sur lesquels nous avons des projets en cours. Sur le newbies, il y a eu un arrêt presque brutal parce qu'on s'est rendu compte que nos clients plus les prospects se réorganisaient eux-mêmes en termes de production et tous les projets de transformation digitale où la majorité subissait un arrêt. Un arrêt en attendant que les entreprises retrouvent un souffle, se réorganisent dans cette période de crise et redémarrent. On ne sait pas quand. C'est ça la difficulté. C'est un peu les différents cafés visio que l'on a eu avant, au préalable avec Digital 113. C'est un peu toujours, enfin, j'essaie de dire la même chose, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à une inconnue qui est le temps, que les projets, même s'ils ne sont pas à l'arrêt, ils sont décalés dans le temps. Donc, c'est comment on s'organise d'un point de vue commercial face à cette inquiétude, face à ce paramètre nouveau qui est en fait les projets ne sont pas arrêtés, mais sont décalés. La transformation digitale, nous, on en a conscience parce qu'en fait, on équipe comme vous nos clients dans cette dynamique-là. Mais ce projet-là, aujourd'hui, on le vit un peu de façon un peu brutale. Je ne sais pas si vous avez, rencontré ce phénomène et comment vous l'affrontez. En fait, justement, ça tombe bien parce qu'il y a un des commerciaux avec qui je travaille qui est connecté là. Et effectivement, quand il a appelé, le client dit c'est pas le bon moment, on ne sait pas comment ça va se passer et que tu peux même pas prendre une date, etc. Après, comme je disais, c'est choisir son moment. Parce que là,
ça veut dire que là, il réfléchit rapidement à une réorganisation. Donc là, tu tombes mal. Ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, parce que nos clients, ils ont réagi comme nous en se disant ça ne va pas durer, quoi. Oui. Moi, j'ai plein de rendez-vous. Ils disaient non, mais ça, on le verra après le confinement, etc. 2 semaines après, je les rappelle en leur disant bon, les gars, je pense que la visio, il faut quand même qu'on la fasse parce que le confinement, moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Et ils se disent bon, oui, tu as raison, il faut quand même que. Ils se rendent compte que ok, ils se réorganisent, mais les projets, il faut qu'ils continuent à en faire. Tu vois? Oui. Donc, c'est toujours par rapport à choisir son moment. C'est Et vrai. voilà, typiquement, nous, on a un client d'une métropole qui est en prospection. Hein. Pour l'instant, on n'a pas travaillé avec eux. On avait pris des rendez-vous avant et que finalement, là, ils te disent non, mais attends, là, excuse-moi, moi, j'ai une continuité de service par rapport à mes équipes, c'est pas le moment, etc. Ça ne veut pas dire que dans 2 semaines, on ne pourra pas aller le reprendre contact. Et ben, il aura les idées un peu plus claires, tu tomberas sur un meilleur moment ou pas. Mais tu vois, c'est toujours garder le fil, pas insister, ça ne sert à rien, parce que là, c'est vraiment, ça sera encore plus mal perçu. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on profite de la situation pour vendre des choses en se disant, tiens, comme les gens sont en télétravail, moi, je vends du numérique. Donc, les gars, voilà. Donc, tu vois, c'est… Oui, ça peut être perçu de façon malsaine même. Voilà, ça être encore plus… Oui, c'est vrai qu'on a même eu des clients qui au départ avaient dit ils arrêtent, en fait ils ont fermé les entreprises, et puis là, depuis quelques jours, il y en a qui reprennent. Qui reprennent les activités parce qu'eux aussi ont besoin de produire et de vendre et de fabriquer, de produire. Je pense que ce qu'il faut retenir dans cette période, c'est que la vérité du jour, ce n'est pas la même que la veille et pas la même que le lendemain. Oui. Ce qui rend l'exercice très, très frustrant pour un commercial. Enfin, voilà. Oui. Donc, il faut gérer cette frustration. Merci, merci, merci. On a déjà, oui, c'est bien, on est dans le bon timing. Donc, on enchaîne sans transition. Hein, on passe d'une très grosse boîte à une petite. Donc, Guillaume est prêt aussi à nous témoigner. Donc, patron de Cible Web, tu vas nous raconter ce que toi, avec voilà, dans une dimension totalement différente d'Isabelle, ce que tu fais depuis quelques semaines en termes de commerce. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, nous, effectivement, la comparaison en termes de taille, nous, on est 19. Sur 19, on est au moins la moitié en relation avec du client, avec une vocation, qu'elle soit commerciale directe ou indirecte. Dans ce cadre-là, pour faire simple, on a 4 métiers. On a une activité centre de formation, une activité d'édition de logiciels, agence web et plus un côté agence web marketing. Ce qu'on a constaté dans les 72 heures qui suivaient l'annonce du confinement, c'est une espèce de vent de panique sur nos clients. Un arrêt brutal des prospects entrants, qui sont une grosse partie. Nous, prospects entrants, pour faire un chiffre rapide, c'est 2500 prospects entrants l'année dernière qui nous contactent. Donc, on voit un arrêt brutal sur à peu près 72 heures, un petit vent de panique complètement irrationnel chez nos clients étant 90% des e-commerçants. Donc, on rassure, on stabilise, on trouve des solutions qui, dans 90% des cas, sont des solutions financières. Il ne faut pas se leurrer, qu'est-ce que je fais, comment je paye. Et honnêtement, à ma grande surprise, passer cette première étape, grosso modo le confinement c'est un mardi, passer cette première étape, on va dire, de cette première semaine, la deuxième semaine, on est sur un trend commercial qui est légèrement plus bas que d'habitude. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des typologies différentes. On voit à la fois des tout petits qui n'ont rien anticipé, qui sont des TPE, PME, qui font du commerce sans stock, sans rien, qui vont être très dans une situation compliquée, donc ça va nous impacter. Et on voit par contre apparaître des gens qui viennent nous chercher, donc là on va parler de commercial sur de la prospection, clairement, qui viennent nous chercher sur des projets, alors soit sur un petit caractère d'urgence qui est vite, j'ai besoin de faire mon site en catastrophe, soit je me projette pour cette sortie de crise parce qu'il va falloir que l'activité reprenne et reprenne forte pour rattraper le retard. Ça, c'est un point extrêmement important. Je cautionne le propos qui est de dire le problème, c'est le timing de quand ça va ressortir. Perso, je table sur septembre, sur la reprise économique, pas la reprise du confinement, mais la reprise économique, je table sur septembre. Et c'est vrai qu'on voit une typologie extrêmement différente. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui arriver du lead, alors contre toute attente, on a des leads extrêmement matures qui viennent, des gens qui utilisent le confinement aussi pour se poser et réfléchir, qui viennent chercher du point de comparaison, qui aujourd'hui était chez certains confrères au plan national et qui viennent chercher en sortie de crise des solutions peut-être sur un modèle économique différent. Pour répondre aussi au questionnement, nous on a complètement revu notre modèle éco en 48 heures.
C'est l'intérêt d'être une structure à taille humaine et beaucoup plus souple dans le cycle décisionnel. Les clients qui sont en récurrent, en abonnement, on a dit OK, on ne fera pas de l'abonnement à zéro, on ne fait pas du mécénat, c'est contre notre politique. Qu'on fasse par contre un échéancier, qu'on divise par 2 le montant et qu'on reporte au sortir de la crise, le différentiel ne nous pose aucun problème. Vous le demandez, on le fait. Sur toute la partie entrant, création de site internet, qui paraît assez surprenante à dire, mais on a vraiment de la demande. Ma dernière demande traitée au téléphone, c'était hier soir à 19h30. Clairement, on est sur le fait de leur proposer de lisser sur 24 mois le financement avec un décalage du premier encaissement, tout simplement parce que, au-delà de la notion de confinement, va se poser une question de, je dirais, économique que l'on pressent tous et sur lequel aucun n'a la vision de comment on réajuste nos modèles économiques. Clairement. C'est une évidence à l'échelle des PME qu'on voit en face de nous. On le voit. Celles qui viennent vers nous avec un critère d'urgence qui est de se dire là j'ai le temps et je réfléchis. Ça, c'est la vague, je dirais, Occitanie qu'on constate tous les jours. On n'a pas arrêté nos campagnes de prospection. On les a tournées différemment. Surtout pas arrêter. J'entends le prospect à froid, j'entends pas l'appel extrêmement déplaisant, incongru et inapproprié, parce que je cautionne totalement, ça n'a aucun intérêt, on va les déranger, mais par contre l'information doit continuer d'être donnée, parce que quelque part aussi, on amène cet élément-là, il ne s'agit pas de faire du Covid washing et de dire on fait de la solidarité maquillée sous une forme crise sanitaire, c'est vraiment d'amener des solutions concrètes en sortie de crise. Et on voit arriver, nous, la deuxième vague, qui sont des structures de retail qui sont à l'arrêt, notamment retail textile et des choses comme ça, des marques textiles, voire des marques de distribution qui sont à l'arrêt et qui se disent en sortie impérativement qu'on se réadapte avec des modèles beaucoup plus agiles que ce qu'on avait, parce qu'on voit qu'en termes d'exploitation, on va prendre une claque dont on ne se remettra que dans 2 ans à peu près. Donc c'est-à-dire qu'il faut que nous, on soit hyper réactifs là-dessus. Le petit bémol, par exemple, j'entre pas du tout dans la logique de la FOAD. Tout ce que j'entends sur la formation me fait bondir, pour la bonne et simple raison que, ok, on pourra maintenir une activité formation, je veux bien l'entendre. Quand on fait de la journée de formation, on va la lisser en format d'1 heure à 2 heures en visio. Une personne ne restera pas une journée complète devant un ordi pour se former en individuel. Donc c'est vrai que ce pan-là, par contre, quels que soient les modèles d'adaptation qu'on peut essayer de trouver, ce sera un pis-aller, puisqu'en réalité, ce sera reporté en sortie de confinement. Voilà. Et bien sûr, comme tout le monde, 0 rendez-vous physique, mais de la visio et de l'appel. Mes commerciaux me disent là, depuis 2 semaines, ils sont avec des appels qui au départ étaient des appels courts, de quelques minutes, parce que la mise est facile sur les produits, beaucoup plus long parce que les gens ont le temps. Ce qui veut dire qu'aussi, on a un filtrage par ce biais. Voilà ce que je peux donner comme indication commerciale. Je ne sais pas si c'est clair. Super, ouais, non, très enthousiasmant, moi je trouve. Ouais, non, très enthousiasmant. Alors justement, j'avais une question, mais tu as même répondu. Enfin, j'aime bien l'idée de revoir les modèles de prix, les modalités de paiement, etc. Enfin, comme étant, parce que j'allais dire, est-ce que les gens qui reviennent vers toi, ils ont du budget? Enfin, comment les gens aujourd'hui arrivent à se projeter dans des budgets, enfin, donc les donneurs d'ordre, comment ils arrivent à se projeter dans des budgets alors que quelque part ils savent pas comment ils vont être mangés en 2020, quoi, tu vois. Donc et donc tu as un peu répondu en disant bah moi de toute façon je propose des nouvelles modalités de facturation, des facturations longues, etc. Ok, bah, je trouve ça très intéressant et très assez optimiste, donc merci pour ce témoignage. Oui, vas-y. Il faut s'adapter. Il y a juste un point sur la facturation longue, c'est qu'à un moment donné, ça veut dire que très clairement, je vais le dire de manière très crue, on fait la banque. Donc on va porter le risque financier aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait fait, alors c'était peut-être de l'anticipation, pas de la crise, mais de l'évolution de l'entreprise, c'est qu'on a un contrat avec la COFAS qui nous couvre sur des risques d'impayés. C'est aussi un premier point extrêmement important, parce que la vraie casse, et je rejoins un petit peu ce que j'ai vu dans les tribunes médiatiques, ce sera pour toutes les structures qui ont du récurrent, ce sera l'impayé. À ce niveau-là, ce qui était notre force du récurrent, il faudra faire très très attention à la gestion de l'impayé. Il y a des solutions qui existent et sur lesquelles, malheureusement, et je le dis de manière peut-être un peu crue, un peu directe, attention à la fausse empathie. Le client qui demande un ajustement, c'est un client qui est dans une démarche de volonté d'avancer. Celui qui ne demande rien et qui bloque un paiement, c'est quelqu'un sur lequel l'empathie elle a moins de place. Parce qu'à un moment donné, on peut trouver des solutions aux gens qui nous les demandent. Les gens qui ne vous les demandent pas et qui vous bloquent un prélèvement ou un paiement, à un moment, on n'est plus vraiment dans la relation empathique.
Ça, c'est le facteur. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on lisse dans le temps, il faut quand même être objectif, ça coûtera plus cher que des modèles de financement traditionnels et classiques que l'on peut être amené à avoir. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut aussi appréhender le fait qu'en sortie de crise, on va avoir des évolutions. La restauration est à l'arrêt, par exemple. Au sortir de la crise, les restaurateurs auront besoin de communiquer. Voilà. Là, tout le marché de la pub est à l'arrêt et c'est logique. A contrario, moi, pour vous donner un exemple très concret, très, très trivial et très pragmatique, le dernier projet dont je parlais hier, c'est quelqu'un qui vend de l'accessoire et du matériel de piscine qui veut monter un site pour un drive. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui se sont réadaptés de manière artisanale à leur situation, qui sont avec un volume d'activité qui est quand même tout sauf ridicule, vraiment, mais qui se rendent bien compte qu'ils le bricolent sur les outils technologiques. Donc, ce sera un projet en sortie de crise, donc on a planifié de lancer le projet en septembre, mais justement, parce qu'on sait très bien que ce que ça va amener, c'est des nouveaux modes de consommation. Le confinement a amené ça aussi. Donc c'est vrai qu'effectivement, voilà, l'adaptation, elle est là aussi, et je ne prétends pas que ce que je dis aujourd'hui sera la vérité de demain non plus. Les adaptations sont en continu. Renforcer la trésorerie pour pouvoir vous permettre d'être souple sur ce que vous allez proposer à votre client. Ce sera vraiment ça, pour moi, à mon avis, la clé. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à Guillaume? Ça vous inspire d'autres retours d'expérience, des témoignages? Moi, j'aurais une question, Johan Buravant. Au niveau des financements, quelle est la proportion aujourd'hui que vous observez entre ceux qui cherchent des solutions et ceux qui sont, je dirais, en repli et blocage? C'est quoi le ratio et quel serait pour vous le ratio critique au niveau de ces paiements? Sur les clients qui sont en repli, alors c'est-à-dire les clients qui sont en repli, j'entends, pour moi ce que j'appelle le repli, c'est l'impayé. C'est pas le client qui me dit je mets en stand-by. On est bien d'accord, hein, sur la définition. On est d'accord, oui. Sur le client qui va être en repli, en impayé, quand on va dépasser 15-20%, il faut s'en inquiéter. C'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant là-dessus. Sur le newbie entrant, nous ce qu'on fait systématiquement, c'est que tous nos devis contiennent les deux offres, hein. Paiement traditionnel, paiement sur 24 mois, clairement. Ça, au moins, on ne fausse pas la donne. On est sur un choix qui est simple, 50-50. On a 50% du newbie qui veut un financement traditionnel parce que les structures ont les fonds propres, parce que les structures ont la trésorerie et la visibilité, parce que aussi toutes les aides de l'État qu'ils sont allés chercher leur permettent de voir venir. Voilà. A contrario, on a des structures plus petites qui vont venir chercher du financement lissé dans le temps. Voilà. Après, sur le taux de risque sur le récurrent, il faut bien l'appréhender, le récurrent. Moi, par exemple, quand je travaille avec des e-commerçants, le risque de casse, il est très simple. S'ils n'ont pas de matières premières parce qu'ils n'ont plus de stock, s'ils ont un problème d'expédition, aujourd'hui, on est plus sur un problème d'appro que sur un problème d'expédition, très clairement. Là, c'est délicat. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, passer 15-20%, il faut c'est alarmant, et c'est alarmant pour tout le monde. Donc, de toute façon, les banquiers s'alarment aussi du risque de casse, clairement. Sur l'entrant, c'est une problématique, voilà, on est sur du 50-50, de toute façon, voilà, on sait très bien qu'on va facturer un acompte d'un tiers dès le départ, justement aussi pour avoir un effet test-erreur. Moi, aujourd'hui, tout projet qui rentre sur un site internet qui n'est pas lissé sur 24 mois, je demande un accord COFAS. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Et vous avez observé une typologie d'entreprise qui serait plus dans un comportement plutôt que d'un autre? Est-ce que les petits ont tendance à payer, les moyens ont tendance à traîner les pieds et les gros à bloquer, ou est-ce que c'est vraiment mélangé tout ça? Non, c'est très mélangé. C'est très mélangé. Le petit, le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas la culture de l'impact que va amener son impayé, c'est-à-dire, on voit bien dans tous les médias, de la casse que ça peut impacter. Le très gros, même combat, il ne faut pas écouter les grandes théories sur la vocation sociale des très gros, c'est complètement faux, hein. On a bien vu que certains bloquaient pareil. Le milieu est certainement celui qui est le plus rationnel, parce que ce sont des PME structurées avec, au-delà d'un sens moral, avec un fonctionnement qui est rationnel. Après, c'est essentiellement aussi, il faut faire attention aussi, lié à la désorganisation par le télétravail de certaines structures, hein. Quand vous avez des structures gérées de paiement, de compta qui sont en télétravail, forcément, il n'y a pas la fluidité qu'il y avait précédemment. Après, c'est le moment de recourir aussi aux solutions de type à facturage et autres pour peut-être limiter les impacts de tous les choix qu'on peut être amené à faire. Guillaume, moi j'ai une question par rapport
au budget moyen, là, parce que ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en perspective avec peut-être la taille des projets que tu as. C'est quoi les budgets moyens des projets dont tu parles là? Moi, sur des projets, alors je reste sur une échelle à la taille de mon entreprise. Moi, je fais 1 million d'euros, donc je ne me prétendrai pas à être donneur de leçons à une échelle très grande. Aujourd'hui, je suis sur des projets moyens que je vois rentrer qui vont sur les plus petits de 4 à 5 000 euros. Les plus gros sont plus près des 20 000. Voilà. Ce qui est le budget rationnel, cohérent de la PME là-dessus, sur les projets de création de site. Sur les projets web marketing, ceux-là, on ne va pas se leurrer. Il y a un stand-by dans la prise de décision. À la limite, quelque part, ça ne me choque pas. L'essentiel étant d'avoir récupéré le contact et d'avoir du contact entrant. Sur les projets sur notre abonnement logiciel, c'est très variable puisque on va être aussi bien sur du petit compte à une centaine d'euros que sur du moyen à 1 000 euros, mais là, on est sur des budgets mensuels. Donc, on a la chance d'avoir un panel de coûts très éclaté. Donc, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir arriver des projets à 10 000 à 15 000 euros. À l'échelle d'une PME, ça veut dire quand même une implication qui est pas irrationnelle. Là, je parle de ce qui est signé, hein, j'insiste bien. Je ne parle pas des bons de commande envoyés. Je ne parle pas de prospects. Je parle de clients nouveaux qui étaient en prospection sur un cycle de moins de 2 mois. J'ai de l'attente aussi sur quelques dossiers qui ne sont pas retardés à cause du Covid, mais à cause, je dirais, de petits cycles décisionnels. Et j'ai tout ce qui nous arrive, y compris sur des clients qui en profitent pour repenser et pour restructurer. Qui sont aussi sur une recherche de prestataires, peut-être avec une valeur ajoutée similaire, mais moins coûteux parce qu'avec des charges de structure plus faibles. C'est là aussi qu'on tire un peu notre épingle du jeu. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Hein. Ouais, carrément. Ouais, après, effectivement, forcément, hein, plus le cycle décisionnel est lourd, plus le budget est important, plus cet impact va être décalé dans le temps. C'est évident. À mon niveau, nous on travaille sur un marché public pour la Poste sur un contrat de 3 ans. Très clairement, on voit un stand-by au lancement du projet alors que les développements sont faits. Parce que effectivement, les impacts ne sont pas les mêmes. D'où l'intérêt aussi d'avoir une pluralité de clients et d'avoir une capacité d'adaptation. Attention, elle n'est pas issue. Ce n'est pas une réaction 48 heures. Hein. Comme je le disais, enfin, je ne l'ai pas dit là, mais quand on m'a posé des questions, je le disais, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis des années, la démarche de prospection. Donc elle n'est pas innée, et il n'y a pas que la réaction au Covid et à la crise sanitaire. C'est sûr qu'on n'improvise pas des nouvelles façons de travailler en quelques jours. Hein. Voilà, et c'est sûr que ça sera une des leçons de la résilience. Elle s'improvise pas en quelques jours, en quelques heures, et elle se prépare. Ouais, tout à fait. Je pense que ça sera une des grandes leçons de ce confinement pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour nos entreprises. Après, Guillaume, on va enchaîner un peu en restant dans le monde des petites entreprises, version plutôt start-up et toujours un peu dans l'e-commerce, hein, même si c'est pas que ça. Donc c'est Laurent Lacaze qui a accepté aussi de nous faire un petit témoignage sur ce qu'il fait depuis quelques semaines. Ouais, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un peu dans le même domaine. Hein. Je suis quand même beaucoup dans l'e-commerce aussi. Nous, en fait, on vend une solution qui permet d'améliorer les performances économiques des boutiques en ligne sur mobile. Donc, nous, on intervient dans le cadre généralement de refonte de sites. C'est un point important parce que actuellement, les refontes de sites, c'est plutôt gelé. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut qu'on adapte aussi notre démarche commerciale. Les quelques points par rapport à notre activité, c'est qu'on s'est créé en janvier. Donc, on est une très jeune société. On a par contre un produit qui existe déjà depuis 2 ans, qui a été développé par mes associés et qui est déjà en production chez des clients. On a un modèle de vente indirect, c'est-à-dire qu'on passe par des agences digitales et des sociétés d'intégration pour déployer notre produit. Donc voilà, ça c'est un peu la big picture de ce qu'on fait. En termes de cible, on est plutôt sur des sites e-commerce qui font à partir de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur leur plateforme e-commerce. Donc on n'est pas sur le même segment que ce que disait Guillaume avant. Et aujourd'hui, moi, ce que je ressens sur ce marché-là, c'est que tout est arrêté, clairement. C'est-à-dire toutes les avant-ventes qu'on avait, elles sont toutes soit décalées à minimum septembre, soit c'est carrément annulé et ça sera reporté, on ne sait pas trop quand. Dans les marchés sur lesquels on intervient, ce que disait aussi Guillaume, c'est qu'il y a tous les retailers qui ont des magasins physiques.
pour qui, eux, c'est une question de survie je pense qu'ils ne savent absolument pas comment ça va se passer. Donc, l'opportunité qu'on peut voir là-dedans, c'est de se dire que, avec notre solution, et notamment le fait de mieux vendre sur mobile, ils pourraient compenser, en s'améliorant sur mobile, les pertes qu'ils ont eues sur leur magasin physique. Donc ça, c'est un axe que moi, je développe et je profite justement de cette période de crise pour réfléchir à de nouvelles offres. Alors, je n'ai pas la force de frappe de Sopra, évidemment, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, avec notre dimension, élaborer justement des nouvelles stratégies par rapport à ça, sachant que l'enjeu pour nous, c'est aussi la survie. C'est-à-dire qu'on s'est créé en janvier et que, certes, il y a le court terme, mais il y a aussi le long terme. Alors, pour nous, le long terme, c'est l'année prochaine. Donc, il faut à la fois mener des actions pour le court et le long terme. Donc ça, justement, on a ce temps, enfin on a un petit peu ce temps aujourd'hui de la réflexion et surtout, on va mettre à profit ce temps sur lequel la prospection directe est un peu plus calme pour tester des nouvelles choses. Donc depuis ces dernières semaines, moi ce que je constate quand même, c'est à la fois dans les contacts que j'ai avec des e-commerçants et des partenaires intégrateurs, c'est quelque part une empathie réciproque, c'est-à-dire que les gens se mettent un peu à la place de tout le monde. Donc, on a, même chez les e-commerçants, ceux qui sont pas mal en difficulté, il y en a beaucoup qui sont au chômage technique, chômage partiel. J'en ai qui acceptent de répondre alors qu'ils sont en chômage. Donc ça, je trouve ça comme étant un signe un peu de solidarité peut-être, j'en sais rien, peut-être que j'interprète mal, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine solidarité qui se met en place. Il y a aussi le fait que, alors moi je suis beaucoup, c'est mon côté commercial on va dire, je suis beaucoup dans le contact et la communication physique, c'est-à-dire j'aime bien avoir les rendez-vous physiques, rencontrer les gens pour tout ce qui est évidemment après, avant le rendez-vous, etc. Et donc la visio là-dessus, je trouvais que c'était un peu plus froid, mais en même temps, je trouve que la visio, on rend directement chez la personne. Et ça crée une espèce de, je sais pas, d'ambiance un peu plus conviviale tout de suite, avec les gamins qui braillent à côté. Voilà, ça permet de. Donc je trouve qu'en termes de prospection aussi, ça amène un côté où on peut plus facilement rentrer directement en contact avec la personne qu'on a en face. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est important. Le bémol avec tout ça, c'est que les visios, c'est ultra pénible. Voilà, on va pas se mentir, hein, quand on en fait 5 heures dans la journée, je trouve que c'est très pénible. Et donc, si moi je trouve ça pénible, il y a de fortes chances que mes interlocuteurs aussi. Donc, il faut aussi arriver à jongler avec ça et arriver à mettre un peu la limite au bon endroit. Donc, c'est un peu, ouais, je sais pas, par rapport à la prospection aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, là, l'approche par téléphone, email, etc. J'ai discuté avec certaines boîtes qui me disent ouais, attention, nos équipes répondent pas aux mails parce que ils sont en chômage partiel, interdiction de répondre aux mails, etc., etc. Du coup, il y a un levier qui passe un peu mieux sur la prospection, c'est LinkedIn, parce qu'on passe pas par la voie officielle et du coup, il y a des gens qui répondent via LinkedIn alors qu'ils sont au chômage partiel. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai constaté moi de mon côté. Voilà, par rapport à mon feedback. Donc, en gros, il faut revoir un peu sa matrice de travail, je pense. Il faut profiter de ce temps-là pour essayer d'avoir une réflexion, de prendre du recul, alors ce qui est compliqué, hein, mais de prendre du recul pour se projeter sur l'avenir, tout en gérant le court terme, qui est que on doit quand même faire rentrer du cash. Voilà. J'ai fait 10 minutes, je crois. Ok, très bien. Merci Laurent. Ouais, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien ton idée que cette visio qui devient insupportable quand on en fait trop, elle a par contre créé une intimité client très rapidement. Enfin, c'est vrai que c'est très étonnant. Moi, j'ai eu la chance de signer un tout nouveau client dans des conditions un peu particulières. Bon, enfin, bref. Et donc, je me suis
premier rendez-vous, ce mec, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne connaissais même pas son existence quelques heures avant. Et le premier rendez-vous, c'est en visio. Il est chez lui avec son canapé, etc. Et tout de suite, je me suis dit, mais dans un autre moment que le confinement, ça aurait été une toute autre réunion. Je l'aurais rencontré dans son bureau, qui doit être assez prestigieux, etc. Enfin bon, bref. Et donc là, je me suis dit, c'est vrai que ce moment est un moment particulier surtout, et qu'il faut sûrement arriver à rebondir sur justement, voilà, parce qu'effectivement, quand on arrive quand même à décrocher un rendez-vous, à parler à quelqu'un et qu'on sort la visio, tout de suite, ça crée une intimité client plus forte. Donc il faut arriver à positiver ces moments très particuliers. Ouais, ouais, tout à fait. Je t'ai coupé, Charles. Non? Oui, j'avais une question, mais qui s'adresse peut-être aux 3 personnes qui ont témoigné. Est-ce que pendant cette période de confinement, vous avez jugé opportun, de mettre en place du chômage partiel pour les équipes commerciales, parce que l'activité commerciale pouvait être réduite pendant ce temps de confinement, j'insiste, hein, c'est pas non plus pendant ce temps. Est-ce que certains d'entre vous ont jugé opportun de le faire ou pas? Alors moi, j'ai pas, moi, à mon niveau, on est 4. Moi, c'est le commerce et moi, donc non, je suis pas en chômage partiel. Oui. En revanche, je suis en contact avec beaucoup de partenaires intégrateurs et d'agences digitales qui sont on va dire, de 20 personnes à 2 ou 3 000 personnes. Donc tu vois, ça donne la taille Oui. des boîtes là. Et Oui. dans ce que je rencontre là, toutes les boîtes qui font quelque part de la régie, ils mettent en chômage partiel une partie des équipes commerciales. Et les autres qui sont beaucoup plus sur des projets au forfait ou ce genre de choses, ils ne le font pas. Voilà. D'accord. Donc, moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors, évidemment, ce n'est pas une règle. Et je voyais que Isabelle disait non tout à l'heure. Mais donc, ce n'est pas une règle qui s'appelle à tout le monde, qui s'applique à tout le monde. Mais moi, j'adresse notamment le marché du e-commerce. Et donc, les partenaires avec qui je bosse sont dans ce marché-là. Voilà ce que je constate aujourd'hui. Et sachant que dans ces gens-là, la perte d'activité actuellement, donc grosso modo le niveau d'intercontrat, c'est de plus, ils se retrouvent à entre 10 et 30% de leurs équipes en interco. C'est pour donner un ordre d'idée. Oui, je rejoins ce que tu dis sur la typologie. Les gens qui sont sur des forfaits, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir un chômage partiel, en tout cas à l'heure actuelle. Attention, oui. début avril. La question. Donc nous, enfin chez Digital 113, il y a déjà des commerciaux sur des boîtes au forfait qui sont en chômage partiel. Hein. Donc il y a déjà des entreprises numériques même qui travaillent au forfait. Regarde Laurent, regarde Laurane, elle fait que du projet. Elle est là, je crois. Hein, elle est là, Laurane, peut-être. Ah oui, elle est là, Laurane. Ah oui, Laurane, c'est vrai, dis donc. Cette visio, on se reconnaît plus, tu vois, t'as pas ton costume de businesswoman, donc je te reconnais pas, voilà, c'est vrai. Laurane est en activité partielle, donc juste Catherine. Donc je pense que oui, qu'il y a des commerciaux qui sont en AP, ouais. Isabelle, il y en a chez toi? Non. Non, vraiment pas. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut freiner le commerce, quoi. Parce que vraiment, s'il y a un truc qui est dur à redémarrer une fois que tu l'as arrêté, c'est bien ça, quoi. En termes de relations clients, etc. Même nous, les entités, on fait de l'AT, mais même on démarre des prestations en assistance technique en confinement. Hein. Ah oui. Ça n'empêche pas, quoi. Oui. Après, il y a l'effet de, on va pas se mentir, hein, il y a aujourd'hui tous les gens qui profitent aussi de ce que propose le gouvernement. Donc, il y a des boîtes qui vont préférer. Alors, dans le monde des ESN, ils sont pas tous. Bref. Mais il y a ce monde, il y a des gens qui profitent de ça pour se dire écoute, on va réduire l'équipe plutôt qu'il y ait 10 mecs sur le terrain, on va mettre ça sur 3 têtes et puis tout le reste, les salaires seront payés par le gouvernement. On est au chaud. Et aujourd'hui, ce que je voulais ajouter aussi là-dessus, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que parmi mes prospects et clients e-commerçants, il y en a beaucoup aussi qui ferment leur site e-commerce. Pas parce que forcément ils ont beaucoup moins d'activité, mais parce que ça leur permet de toucher un chômage partiel pour toutes leurs équipes. Et ça, aujourd'hui, moi, j'en ai rencontré plusieurs. Voilà. Donc, voilà, c'est l'effet d'aubaine qu'il y a sur le marché. Mon propos, c'était plus sur… c'est pas l'effet d'aubaine forcément, c'est vraiment… je comprends. La réalité d'une activité peut-être
en ralentissement, une activité commerciale en ralentissement. Hein, c'est pas pour aller toucher. Ouais, mais Voilà. tu vois, Charles, elle est encore plus compliquée. Enfin, moi, je ne le sais pas, mais et pour en avoir discuté avec mon équipe commerciale, en fait, comment dire, elle est moins productive, elle est moins efficace, mais elle te demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. Oui. Enfin, voilà quoi, tu vois, c'est pas. On a toujours peur, nous, Oui. au début, c'est pour ça qu'on a été submergés par des propositions de formation, des machins, des trucs. Je dis, mais ils ont peur qu'on s'emmerde ou quoi? Enfin, franchement, Oui, Tout à fait. Alors, si je peux juste faire un retour. Oui, Laurent peut peut-être témoigner. Ouais. N'oubliez pas de couper vos micros aux autres quand vous parlez pas. Alors, du coup, pour ma part, je suis au chômage technique depuis lundi, donc ça fait à peu près une semaine. Pendant 15 jours, j'ai essayé de travailler normalement, de continuer à faire de la prospection. Donc, ce que j'ai surtout fait, c'est relancer les prospects existants, parce que moi, je fais que du new business, donc que de la prospection, des rendez-vous. Je n'ai pas de clients à moi aujourd'hui. Donc, la problématique est que dans la majorité des cas, mes clients sont au chômage partiel et n'ont pas de temps à m'accorder sur ces sujets-là parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur les budgets qui vont être alloués à la transformation digitale. Et puis, étant au chômage partiel, voilà, ils ont d'autres tâches à gérer qui sont, à leur sens, plus importantes aujourd'hui en cette période de crise. Donc, la décision a été prise avec mon directeur, effectivement, de me passer au chômage technique, du coup, à 100%. Je continue, moi, parce que c'est ma bonne volonté de suivre un petit peu ce qui se passe et de voir si je peux reprendre, comment, pourquoi. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, la prospection pure est très compliquée, puisque, comme disait Isabelle, on n'a pas les numéros de téléphone, on peut passer par le fixe, mais un coup sur deux, ça n'aboutit pas. Le mail, on peut le trouver, mais tout le monde n'y répond pas. Il y a du LinkedIn, comme dit Laurence, ça fonctionne aussi, mais c'est très faible par rapport à d'habitude. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'appels à projets, des choses où en temps normal, on n'a pas forcément le temps de répondre. Alors chez Solisys, parce qu'on est deux au commerce, mon directeur et moi-même, lui gère plutôt l'entrant. Et donc du coup, là, la décision est en train d'être prise. Juste après, j'ai un point avec mon directeur pour que je reprenne une activité partielle, quelques heures par semaine, pour ne pas abandonner le commerce, effectivement, pour ne pas se retrouver à la sortie du confinement sans rien. Pour au moins faire ces appels à projets qui sont intéressants, qui sont vraiment définis précisément, puisque les gens ont le temps de les définir pour le coup. Après, pour ce qui est de la prospection pure, si ce n'est relancer les personnes avec qui j'avais eu un contact et du coup une certaine intimité, à qui je peux demander comment ça va, comment vous vivez la crise, et donc amorcer une discussion, je ne fais pas plus de prospection. Voilà mon retour. Merci beaucoup, moi, si je peux faire un tout petit témoignage, je ne sais pas si, pour aller à l'encontre de ce qui se disait juste avant, moi j'ai 3 commerciaux. Ils sont maintenant les 3 en chômage partiel à 80%. En l'occurrence, notamment toute l'activité internationale. Hein, j'en ai un, enfin il y en a 2 sur les 3 qui voyagent à l'international 50% de leur temps. Leur activité, cette activité-là s'est arrêtée bien avant le confinement, hein, notamment celui qui est sur l'Asie. Donc, je rejoins ce que tu dis, Laurent. En fait, la plupart du temps, ils ne savaient vraiment plus quoi faire. C'est-à-dire que plus personne ne répond. Le new business, impossible. Suivre les clients existants, pourquoi pas, mais ça ne demande pas énormément de temps. Donc, on est passé à 80%. Par contre, on ne s'est pas arrêté à 100% parce qu'effectivement, il faut suivre ce qui se passe. Il faut pouvoir réagir du jour au lendemain. Il faut, le peu qui se passe, il faut pouvoir le suivre. Et l'intérêt du chômage partiel, c'est c'est très modulable, en fait. On demande un volant d'heures. Et s'il faut du jour au lendemain se remettre à travailler parce qu'il y a un truc qui démarre, c'est ultra réactif. Donc en fait, nous, on a fait ça là-dessus. Alors, c'est sûrement pas un effet d'aubaine comme je l'ai entendu. Hein. Je rêverais de continuer à travailler, à les faire travailler à 100%. Mais il n'y a vraiment plus grand-chose qui se passe sur le newbies. Nous, on travaille sur l'Asie énormément. Il n'y a rien qui se passe. Personne ne répond. Et les seules réponses qu'on a, c'est il ne se passera rien en ce moment. Les budgets sont de toute façon bloqués. Donc, on attendait 2 grosses commandes d'Inde qui devaient arriver avant fin mars parce que la fin de l'année fiscale est en mars en Inde. Évidemment, tout a été annulé. Donc, voilà. Nous, on est au forfait ou vente de produits. Et malgré ça, les commerciaux, notamment parce qu'ils sont beaucoup à l'international, on est passé en chômage partiel. Merci Luc pour ce témoignage aussi très personnel. Merci Laurent pour ton témoignage. Donc, on Bonjour, enchaîne très bien. On va
alors, donc on a un dernier témoignage et en plus Luc nous a fait une transition fantastique. Donc on va revenir dans une boîte un peu plus ETI, je pense. Hein, on va revenir chez les boîtes de taille un peu plus importantes. Donc Johan est de HBF. Il va nous raconter un petit peu. Il est justement en charge du BizDev à l'international. Donc on va parler justement commerce international. Et donc c'est Johan qui fait ce dernier témoignage justement après Luc. Je pense que voilà, on enchaîne sur l'international pour sortir de nos frontières. Et merci à Johan donc d'avance pour son témoignage. Bonjour à tous. Oui, donc moi je travaille chez HBF. Chez nous, le BizDev international comprend le e-commerce. Donc il y a beaucoup de c'est d'ailleurs mon métier jusqu'à l'année dernière. Je m'occupais que de ça et depuis un an de la partie internationale. Donc HBF, pour situer en gros 250 collaborateurs. On a des filiales, une filiale en Espagne, une en Pologne, une en Asie, un bureau, un établissement secondaire aux Caraïbes, exactement à Pointe-à-Pitre. Donc effectivement, nous, la crise, on y est depuis un petit peu plus que le confinement. Puisque notre métier de fabricant, importateur, négociant de produits de bricolage, on va dire, on va simplifier l'activité, on va dire que c'est ça, c'est l'électricité, de l'éclairage et de la maison connectée. Nous, on a déjà subi de plein fouet des crises, une grosse compression au niveau de la supply chain, avec le prolongement du Nouvel An chinois et la fermeture des usines en Asie. Donc, on avait déjà une crise qui a démarré tout de suite, puisqu'on avait les containers qui étaient complètement à l'arrêt, une supply chain qui était au compte-gouttes. Et donc, c'était la course à la chaîne de production en Asie au travers de notre filiale sur place. Et d'ailleurs, nos collaborateurs, on l'a vécu un petit peu en double temps, parce que les collaborateurs qu'on a sur place, on a 60 personnes en Asie, ont été évidemment confinés, mis en quarantaine quand ils sont revenus des différentes provinces asiatiques. Donc, le confinement, on l'a vécu par procuration au travers de leur organisation. Alors évidemment, en Asie, ça marche différemment. Il y a des parallèles, mais il y a beaucoup de différences. Il y a plus de différences que de parallèles finalement. Donc ça a été un premier choc. On avait déjà une cellule de crise depuis la mi-février composée de 4 personnes qui étaient vraiment sur la crise Covid. On l'a simplement étendue ensuite quand c'est arrivé un peu plus proche de nous. Ça s'est passé donc du coup en 3 temps. Donc ça, c'est le premier temps où on a eu vraiment une compression sur la supply chain qui a impacté nos stocks. Donc on avait déjà des rapports très proches avec nos clients par rapport à des couvertures de stock. Donc on était sur du rationnement en fait. On s'est déjà rapproché énormément de tous nos clients qui sont principalement les grandes centrales d'achat de bricolage, Leroy Merlin, Castorama, etc. Pour essayer de négocier quel était le bon timing, la bonne volumétrie pour leur donner suffisamment de produits et veiller à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est là où ensuite on a eu une chape de plomb qui est tombée ensuite avec le confinement, puisque eux ont tous fermé. Donc on a eu quelque part le lendemain du confinement une première période de 2 semaines où ça rejoint un petit peu l'exemple que donnait Isabelle tout à l'heure, on a fait beaucoup de réunions internes, on s'est vraiment tourné vers l'organisation de l'entreprise et quelque part analyser, jauger le potentiel commercial qu'on pouvait avoir au niveau de l'ensemble de nos clients. Il y a eu beaucoup d'échanges contradictoires des clients, et souvent les plus gros, qui avaient une chaîne décisionnelle qui était complètement sclérosée, qui nous disaient blanc un jour, gris le lendemain, noir 2 jours après. Donc ça a été très compliqué parce qu'eux-mêmes ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Fermeture de magasins, de 300 magasins du jour au lendemain, c'est traumatisant. Donc on partageait un petit peu leur douleur. Ça a été suivi, c'est pour ça que je parlais des paiements, ça a été suivi par des courriers qui nous expliquaient qu'ils ne payaient plus. Donc ça, c'est des courriers qui font froid dans le dos quand on les reçoit sur des volumétries telles que les nôtres. Alors, on n'est pas une énorme boîte, mais on parle déjà de quelques millions d'euros dans le cours de paiement. Donc ça peut vite plomber une boîte, surtout qu'on a une latence par rapport à notre sourcing en Asie. Donc les containers continuent à arriver. Ça, c'est une machine qu'on ne peut pas arrêter, qui a 6-8 semaines de latence. Mais par contre, quand les paiements de l'autre côté sont pour la plupart arrêtés, gelés, il faut trouver des solutions bancaires principalement. Donc voilà, on parlait de la proximité avec les clients. Je pense qu'on entend le bébé pleurer. Voilà, donc ça c'est quelque part en gros. Donc ces 2 premières semaines, on a jaugé, on a essayé de maintenir au maximum les équipes, notre force de vente sur le terrain, les comptes clés en centrale pour faire des remontées d'informations. Donc très rapidement, nos commerciaux, on a compris qu'ils n'avaient plus le droit d'aller en magasin.
Ils ne pouvaient plus rentrer. Les magasins étaient soit fermés, soit partiellement ouverts, mais en tout cas, ils ne recevaient plus de commerciaux. Donc, la décision était quand même assez simple de ne pas pouvoir maintenir notre force de vente. Ils n'avaient plus la capacité de travailler. Ensuite, on s'est posé la question au niveau des centrales, des comptes clés. Donc, il y avait un relationnel important avec les clients, mais on s'est rendu compte que ça se tassait au bout de quelques semaines, les points de vente étant fermés, les paiements étant pour la plupart gelés. Les couvertures de stock que l'on avait données quelques semaines avant simplement prenaient la poussière dans les plateformes ou dans les magasins, puisqu'il n'y a plus du tout d'accès pour le consommateur. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on réoriente notre commerce. Et là, il y a un parallèle aussi avec le changement d'offre un petit peu, où finalement, c'est les grandes surfaces alimentaires qui nous font une bonne partie de l'activité aujourd'hui. Ce sont les seuls à être ouvertes même. Et le e-commerce. Donc, c'est là où j'ai ma deuxième casquette un petit peu sur la partie e-commerce. On s'est rendu compte qu'il y a eu un report des ventes de manière assez fulgurante. Donc, c'est plutôt, je dirais, la bonne nouvelle au milieu de ce champ de mauvaises nouvelles. Un report des ventes assez fulgurant, puisqu'on a également une activité de vente en direct qui n'était pas du tout anticipée. On a vu des croissances assez extraordinaires de vente de nos produits. Donc, il a fallu trouver un petit peu le bon équilibre, puisqu'on avait évidemment une situation financière qui était très complexe, avec beaucoup de nuages à l'horizon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti, le manque de perspective en termes de timing pour la reprise complexifier la situation. On ne sait pas si on figeait quelque chose pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. Donc, on a pris finalement la décision d'arrêter les projets. On était en lancement d'ERP. Donc, vous imaginez un petit peu le cataclysme que ça a pu être. Changer un ERP dans une boîte comme la nôtre, c'est 3 ans, c'est un projet de 3 ans qui devait être lancé au 1er avril. Donc ça, on l'a arrêté. On a tout changé, tous les projets de transformation numérique qui étaient en phase d'aboutissement, on les a gelés, stoppés, décalés à une date ultérieure non connue à ce jour. On est en train de se poser la question. Derrière, on a retaillé nos ressources, principalement la logistique, pour pouvoir faire face à ce flux de commandes. Donc, on a à peu près 75% de notre entrepôt, notre plateforme logistique qui est à l'arrêt. On a conservé 25% des effectifs. Et on a d'énormes difficultés à pouvoir répondre à la demande aujourd'hui, puisque la demande explose quelque part sur le e-commerce principalement. En ce qui concerne après tout le commerce cross-border, donc la partie internationale, donc nos filiales nous ont donné des signaux évidemment en retardement. En Espagne, par exemple, ça a été un petit peu la même situation que nous, mais avec 10 jours de décalage. Et ensuite, un durcissement très fort sur la partie espagnole. Très édulcoré avec la situation au Portugal, parce que le Portugal reste plus ou moins actif par rapport à l'Espagne. Néanmoins, quand on regarde la carte d'Europe, on se rend compte qu'il faut passer par l'Espagne pour aller au Portugal. Ce qui fait qu'ils sont complètement dépendants en fait, des plateformes logistiques qui sont pour la plupart en Espagne. Du coup, ils ont des points de vente ouverts, mais ils ont une supply chain qui est complètement cassée au milieu, et on se rend compte que le phénomène est identique pour la Pologne. À moins d'avoir des transporteurs qui acceptent de faire des tractions directement sur la Pologne, ce qui est assez rare. Ils ont souvent des arrêts en Allemagne ou ailleurs. On a d'énormes difficultés au niveau du transport. Donc là, je ferai une parenthèse sur le transport. Dans notre métier, c'est hyper important. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la partie container, arrivage, sourcing Asie. On a eu d'énormes difficultés à faire embarquer les containers en Asie, puisqu'il y a un effet de compression quand il y a eu une reprise d'activité de l'usine du monde, finalement. Évidemment, nos produits ne sont pas prioritaires, donc ils n'embarquaient pas. On avait d'énormes difficultés à trouver des places sur les bateaux. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a eu les ports en France qui avaient du mal en termes de ressources à réceptionner dans les temps toute la partie container. Et quand bien même on avait réussi à récupérer nos marchandises, de pouvoir les livrer dans la situation actuelle, c'est un challenge. Quand on parle de livraison magasin, je dirais au camion pour vulgariser, on a aujourd'hui évidemment une priorité qui est donnée à tous les produits sanitaires et alimentaires. Donc on comble quelque part les espaces vides. Et quand il s'agit du colis, je pense que tous les e-commerçants le partageront. On voit les énormes difficultés qu'a eu la Poste sur les dernières semaines à pouvoir maintenir un niveau de service, je dirais, comparable à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils sont passés sur des semaines à 4 jours, puis 3 jours. C'est le rythme sur lequel on est aujourd'hui. Le consommateur, heureusement, l'a bien compris. Il y a une certaine bienveillance de la part des consommateurs. Mais néanmoins, ça crée des points de compression où finalement, au lieu de pouvoir ramasser la marchandise 5 fois dans la semaine, on les concentre. Et dans notre cas, on a une activité qui a fortement augmenté. On les concentre sur 3 jours. Ce
pose des problèmes de capacitif assez importants, puisqu'on parle de centaines et de centaines de colis expédiés chaque jour. Donc, on est vraiment à chercher de la place. Et je dirais en parallèle, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est sollicité pour trouver des solutions de contournement. On fait partie des solutions de la distribution des gens comme Amazon, en fait, qui ont été rationnés au niveau du transport. Je les cite parce qu'en général, tout le monde les connaît et que c'est les plus gros, donc c'est l'exemple extrême. Ils ont des plateformes qui sont prêtes à craquer sous la pression du commerce. Ils cherchent des solutions de contournement et on a la chance d'être dans notre belle région d'Occitanie, qui est un peu moins densément peuplée, qui a un peu moins de points de compression logistique. Donc, notre position géographique fait qu'on peut proposer des solutions qu'ils ne peuvent pas trouver dans le nord de la France ou en Île-de-France, parce qu'il y a trop de compression logistique et les produits sanitaires évidemment et alimentaires qui prennent la priorité sur ces zones-là. Donc tout ça, voilà, j'ai un périmètre assez large, donc j'ai la vision sur ces différents sujets, ce qui fait qu'aujourd'hui au niveau du commerce, on a le luxe de choisir, on a aussi le devoir de choisir nos batailles. Je pense que c'est le point le plus difficile aujourd'hui. Quel est le dossier qui va apporter la rentabilité par rapport à la situation financière de l'entreprise, et quel est celui qui va nous permettre de redémarrer derrière pour ne pas laisser tomber nos clients historiques. Donc il y a vraiment des décisions. Alors c'est très court puisque finalement on est resserré au niveau du CODIR avec quelques managers clés dans l'entreprise. Donc la chaîne décisionnelle va très vite. Mais parfois, il nous manque des éléments pour savoir à qui donner la priorité. Nos clients ne sont pas forcément organisés aussi bien que nous. Ils ont vraiment resserré. Pour donner un exemple, une centrale d'achat que je ne citerai pas, qui compte plusieurs centaines de collaborateurs. Aujourd'hui, ils en sont réduits à 25. Donc, on a des managers, des directeurs qui remplacent des équipes de 80 personnes. Donc, évidemment, qu'ils sont même plus à choisir les sujets. Ils sont vraiment sur l'extrême urgence. Ils n'ont pas le temps de discuter pour donner des informations. Donc, tout se passe par courrier, finalement. Un petit peu la proximité que vous avez décrite dans notre métier, elle n'existe plus. Ce sont des courriers qui redescendent et qui sont envoyés à l'ensemble des fournisseurs, parce qu'on est à traiter du volume, finalement, de relationnel. Et donc, là-dedans, il faut exister. Donc, c'est peut-être pas aussi réjouissant que ce que vous avez pu apporter comme témoignage, mais voilà, j'essaie de vous dresser un constat de l'activité et de ce que ça représente chez nous. Ok, merci bien. Encore une belle histoire de repositionnement, de reconfiguration. J'imagine que qualifier ces nouveaux clients que vous connaissiez pas, c'est assez. Je trouve ça assez magique qu'en quelques jours, semaines, on arrive à se repositionner sur sur une autre clientèle, sur une clientèle qu'on connaît moins bien, etc. Voilà, j'imagine que c'est de la prise de risque aussi quand on ne connaît pas quand on ne connaît pas son client ou ce nouveau secteur, etc. C'est forcément des prises de risque à assumer. Donc c'est encore une fois, j'ai trouvé un beau témoignage de réadaptation au changement, de repositionnement sur des métiers, sur des secteurs. Aussi très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que alors je crois qu'on est censé rendre l'antenne. Enfin, c'est pas très clair si quelqu'un utilise cette même visio mode, mais tu es en mute mode. Oui, ça y est, j'y suis. On peut utiliser déborder un petit peu s'il y a des questions pour Johan, s'il y a des questions pour les intervenants, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie e-commerce à l'international et commerce à l'international? Alors, j'ai loupé le tout début de ta présentation. Enfin, Johan, tu disais que tu avais des équipes commerciales qui sont en activité partielle ou pas? Non. Alors, la force de vente, non. Non. Plus du tout. Je dirais les commerciaux de terrain. On a gardé uniquement, je dirais, la partie Key Account Manager, les comptes clés en centrale. D'accord. Donc, les autres sont en AP, sont en activité partielle. Le dire est en partiel aussi. Il n'y a que le président qui est à temps plein, mais lui, il n'est pas payé. D'accord. Ah oui. Donc beaucoup d'activités partielles quand même. Une grosse partie de vos équipes. Oui, nous, c'est à peu près 90% du chiffre d'affaires qui disparaît du jour au lendemain, en fait. Ah oui, donc d'accord. Quand tu disais que l'e-commerce venait un peu
donner du souffle, c'est rien du tout par rapport à… Bien D'accord. comblé en fait ensuite, et donc cette proportion décroît au fur et à mesure du temps. Mais du jour au lendemain, on a eu une disparition de… Alors, avec évidemment un effet de latence du carnet de commandes, puisque pas toutes les enseignes ont annulé les commandes. On a eu beaucoup d'annulations, de décalage, mais pas partout. Moi, j'ai une question, Johan. Est-ce que l'activité, est-ce que tu as constaté qu'entre l'arrêt brutal qu'il y a eu, là, 90% de tout s'est arrêté, est-ce qu'il y a une reprise ou pas? Est-ce que c'est toujours le même stade aujourd'hui? Puisque, comme au début de la présentation, tout à l'heure, on disait que c'est Isabelle qui le disait effectivement, et ça, je le conçois très bien, c'est que l'activité évolue chaque jour. Donc, le constat que l'on fait aujourd'hui, demain, peut-être qu'il ne va pas être le même. Est-ce que depuis cet arrêt, tu as constaté… est-ce que c'est toujours au même point ou est-ce qu'il y a une évolution en plus ou en moins? Alors non, effectivement, ça s'améliore. Je pense qu'il y a plus de volonté que de possibilités. Ouais. Aujourd'hui. Je pense qu'il y a, par rapport à ces grosses entreprises, il y a une pression sociale qui est normale, un côté anxiogène de retourner au travail, où on est sur des lieux avec un point de contact avec le client. Donc, je pense que ça passe par des discussions et de la sensibilisation de l'humain, principalement. On se rend compte, si on doit faire 2 grands groupes pour vraiment simplifier, même si ça ne sera pas très précis, mais les enseignes qui sont composées, les réseaux qui sont composés d'indépendants, donc avec des entrepreneurs, ont repris plus vite parce que je pense qu'ils avaient aussi une fragilité, une nécessité à reprendre l'activité, tandis que des enseignes un peu plus centralisées, et on le voit, l'exemple de Leroy Merlin par exemple, une enseigne centralisée qui a revu son mode de fonctionnement avec du point retrait, du drive sur une offre essentielle, et aujourd'hui qui cherche à ouvrir de plus en plus. Donc il y a une volonté d'aller ouvrir de plus en plus le mix produit sans forcément ouvrir les points de vente à proprement parler pour le moment. Ils attendent en tout cas que les conditions sanitaires soient réunies. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un constat, c'est que l'e-commerce prospère sur les fermetures de magasins. C'est assez inéluctable, ce report des ventes que je décrivais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un sentiment aussi d'avoir une épée de Damoclès, je dirais, à moyen long terme, de changement du comportement de consommation, et de dire que si on laisse Amazon, si on laisse Mano Mano dans le bricolage profiter trop longtemps de ce moment, ce sera très très compliqué ensuite de revenir et de récupérer ces parts de marché qui auront glissé à la concurrence. Merci. Ok, merci à tous. Bonne journée, bonne continuation à ceux qui arrivent à continuer plus ou moins en mode normal. Voilà, il faut effectivement tout nouveau de succès à réapprendre peut-être des nouveaux métiers, des nouvelles réflexions. Il faut être innovant, c'est sûr. Et pour être résilient, il faut sûrement être très innovant. Donc, je vous renvoie à vos créativités et voilà, passez une bonne journée, passez une bonne fin de semaine. Au revoir à tout le monde. Au revoir, portez-vous bien. Salut Catherine, bye. Merci à tous. Salut, Merci, au revoir. journée. Merci Au revoir. à tous, merci aux intervenants.